Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir avec nous pour ce webinaire qu'on va faire avec Anthony Berthoud. Aujourd'hui, Anthony va décrypter la cacophonie nutritionnelle vers une vision systémique et éclairée de la nutrition. Alors Anthony va arriver d'ici 1 minute à l'autre. Peut-être une rapide présentation pour ceux qui ne le connaissent pas. Du coup, Anthony est nutritionniste, spécialisé en nutrition systémique, micronutrition et nutrition du sport. Et il vient justement de sortir un ouvrage, remettre du bon sens dans son assiette. Peut-être avant de commencer, 2-3 petites choses par rapport à ce webinaire. C'est un webinaire qui est totalement interactif. Donc, n'hésitez pas à discuter avec nous. Vous verrez qu'il y a différents onglets, un onglet de discussion sur lequel vous pouvez nous partager si par exemple le son n'est pas terrible ou simplement vous allez me partager une anecdote ou autre, vous pouvez la partager. Et puis un onglet Q&A juste à côté sur lequel je vous demanderai de poser toutes vos questions car on prendra 20 minutes, une demi-heure à la fin du webinaire avec Anthony pour répondre à toutes vos questions. En attendant Anthony qui devrait arriver, je voudrais juste vous parler 1 minute de Simplicure. Donc, le webinaire est organisé en collaboration avec Simplicure justement aujourd'hui. On a développé un outil qui vous aide à exceller en tant que praticien en vous permettant de recommander tous vos labos favoris à un seul endroit pour gagner du temps en consulte et faciliter l'achat de vos patients. Alors, en l'attendant, ce que je propose, c'est que je vous montre rapidement comment fonctionne Simplicure et puis il devrait arriver pour commencer. Alors Simplicure, pour ceux d'ailleurs qui veulent, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit sur simplicure.com. Dessus déjà, tout d'abord, quand vous serez connecté, vous aurez tous les replays des webinaires. Donc si vous avez envie de réécouter celui d'Anthony de ce soir, vous pourrez le revoir. Ils sont tous disponibles ici à gauche ou en haut à droite dans l'académie. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on s'est rendu compte qu'en tant que praticien, c'était pas facile de recommander les labos de différents compléments, de s'y retrouver à travers des milliers de compléments alimentaires et que c'est pas facile pour le patient d'acheter tous ces compléments à un seul endroit. Et donc, on a créé un outil pour vous, hyper simple. Vous vous connectez dessus, vous rajoutez un patient et puis vous avez accès, en fait, instantanément à plus de 3000 produits issus de 150 laboratoires. Si par exemple je cherche du magnésium, je tape magnésium ici et j'aurai accès à 840 magnésium. Et puis je peux vraiment filtrer de manière granulaire. Si je veux un bisglycinate de magnésium, je verrai tous les magnésiums qui contiennent du bisglycinate. Peut-être que mon patient il veut pas de gélules et il veut des liquides ou des poudres. Et j'irai trouver le bisglycinate en liquide ou en poudre qui correspond à mes critères. Je le rajoute et il vient se rajouter à ma recommandation. Et puis je peux rajouter d'autres produits. Donc je vais pouvoir rajouter par exemple je sais pas quoi, on va chercher les oméga 3, j'aurai accès à tous les oméga 3 sur la plateforme. On a quand même 87 produits. Je peux rajouter par exemple ceux de Nutrilogix ici directement. Et en fait, petit à petit, je crée une recommandation multilabo pour mon patient. Je peux la personnaliser. 2 capsules molles, 2 fois par jour, par exemple. Ici pour le magnésium également, 2 dosettes. J'ai un petit tableau récap des VNR pour m'assurer que je ne sois pas surdosé en fonction du pays, du sexe et de l'âge. Et alors, vous bénéficiez d'un petit avantage. On vous offre 15% avec Simplicure et vous décidez de la répartition. Si vous souhaitez tout offrir à votre patient, ce sera 15% moins cher pour lui. Si vous voulez faire une partie pour vous, une partie pour votre patient, c'est à vous de décider. Et une fois que c'est clair, vous cliquez sur Envoyer et la recommandation va s'envoyer par mail et par SMS à votre patient qui n'a plus qu'à l'acheter et lui recevra en fait un seul lien sur lequel il peut tout acheter. C'est hyper simple. Il a un seul lien, il a tous ses produits à un seul endroit, le prix est un peu plus intéressant pour lui et il est livré dans les 2 jours à domicile. Et derrière, en fait, vous avez le suivi, vous savez exactement ce qui a été recommandé par vos patients. Et vous pouvez vous assurer en fait d'une bonne adhésion de votre patient à vos conseils. Vous pouvez recommander en toute indépendance plus de 150 labos. C'est vraiment un outil qui est fait pour faciliter votre pratique. Vous avez des protocoles, si vous avez envie de vous former, d'utiliser les protocoles que vous avez vus au webinaire, le catalogue, vous le gérez comme vous voulez, vous créez des favoris pour retrouver facilement les produits que vous recommandez le plus fréquemment. Et vous avez également ici une petite académie qui va vous permettre de vous former et de revisionner l'ensemble de nos webinaires. Toutes les semaines, on rajoute des nouveaux labos. On a plus de 150 labos aujourd'hui sur la plateforme.
Et donc, n'hésitez pas, si on dit, tiens, je découvre ce labo, c'est intéressant, on les rentrera, on essaie de vous former sur ces différents labos pour vous permettre, si demain vous allez faire de la microthérapie, de la gémo, des huiles essentielles, peu importe, vous pourrez tout recommander, tout essayer sur Simplicure. Et on est là aussi pour vous accompagner à mettre en place la plateforme dans votre pratique, vous aider à ce que ce soit smooth et simple d'utilisation. Hop. Je reviens ici à la plateforme. Anthony ne devrait plus tarder. Il va arriver. Je pense qu'il a eu un peu de retard avec son train. Il m'a dit qu'il y avait des gros retards et ça devrait arriver. Voilà. Salut Anthony, ton micro est coupé? C'est bon? C'est tout bon. Bon, je suis vraiment navré pour le retard. Ça a été, comme je te le disais juste avant, là, ça a été une cacophonie, voilà, différente de celle qu'on va aborder aujourd'hui, mais j'ai eu pas mal d'heures de retard avec l'histoire de train et d'accident. Donc, je m'excuse pour le retard à ce niveau-là, quoi. Aucun souci, tu es dans les temps et ravi en tout cas de t'avoir ce soir pour ce webinaire. Et je te laisse la parole avant qu'on passe au Q&A qui sera d'ici 30 minutes. Au niveau, je vais juste vérifier que tout fonctionne bien. Alors, tac. Et du coup, comme je le disais à tout le monde, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, posez vos questions et on y répondra. Je vois déjà qu'il y a une question de Thomas. Simplicure est bien live sur l'île de la Réunion. On travaille notamment avec le docteur Anne-Lucas à la Réunion. Donc, vous pouvez l'utiliser, Thomas. Et je mettrai le lien si vous voulez l'essayer. Je le mets directement dans le chat. Hop. Et Anthony, je te laisse la parole. Est-ce que tu vois l'écran? C'est bon? Ouais, l'écran, c'est parfait. Il est en full screen, on t'entend très bien. Eh bien, parfait. Et là, on a un partage d'écran et de caméra, juste pour ça. Ouais. Ouais, ok, vous voyez les deux, parfait. Bon, bonsoir à tous et encore une fois navré là pour ce petit retard. Effectivement, on va parler ce soir un peu de cette cacophonie nutritionnelle, alors qui est un sujet qui demanderait beaucoup de temps de développement. Donc finalement, je vais enchaîner un certain nombre d'éléments pour justement illustrer cette nécessité pour moi d'une approche systémique autour de la nutrition, pour justement essayer aussi d'y voir un petit peu plus clair dans la cacophonie. Donc, je vais aborder beaucoup de sujets en peu de temps. De mémoire, on est sur une 30-40 minutes d'intervention, c'est ça, à peu près? Ouais, tout à fait. 30-40 minutes, donc on peut dire que jusqu'à 8h15, on peut parler. Ok, donc je vais encore une fois enchaîner pas mal de choses et puis je pourrais y revenir peut-être en fonction des questions ou autres par la suite. Mais voilà, ne pas être étonné de l'enchaînement un petit peu de tous ces sujets. Ça, c'est un peu la nutrition actuellement, c'est qu'effectivement, on ne sait plus trop où on en est. On a une vraie crise de confiance, y compris en tant que professionnel. On peut parler, bien sûr, des patients, des personnes qui vont aller sur Internet, mais finalement, en tant que professionnel, en fonction de son parcours universitaire, son parcours professionnel, on peut là aussi avoir un peu de difficulté à y voir plus clair. Donc, on va tenter de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Rappeler rapidement pourquoi on mange, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de parler de micronutrition, d'approche fonctionnelle et autres, et c'est très bien, mais là aussi, ça me paraît important de resituer le contexte en fait des enjeux alimentaires. Et c'est une notion que j'ai commencé notamment à enseigner à l'École polytechnique de Lausanne, donc sur les enjeux mondiaux de 2050. Donc finalement, quelle projection on peut proposer à travers un modèle alimentaire qui va concilier autant les aspects de santé individuelle que les enjeux écologiques, géopolitiques, sanitaires, démographiques, toxicologiques. Donc, ça fait partie des sujets là, que je vais aborder ce soir. Et pour moi, c'est vrai que ça a été un virage très important parce qu'on a notre approche thérapeutique individuelle avec parfois des protocoles qui vont être très importants pour le patient à un moment donné. Mais est-ce que ce protocole s'intègre dans une logique qui est cohérente par rapport à des enjeux collectifs à moyen et long terme? Pas forcément. Donc, l'idée, là, c'est aussi ne serait-ce que de citer ces enjeux collectifs, même si on ne les développe pas, pour voir que finalement, on peut aussi parfois placer le curseur des priorités différemment en fonction justement de l'objectif. Alors,
On mange pour vivre et ça nous paraît évident à juste titre parce qu'on a la chance pour la plupart de manger à notre faim. C'est pas forcément le cas à l'échelle mondiale. On estime qu'on a aujourd'hui environ 800 à 850 millions de personnes qui sont en état de dénutrition, avec une augmentation qui notamment fait suite au confinement, là où en fait on avait plutôt une tendance à la diminution globalement au niveau mondial, et puis on a une reprise de la prévalence de dénutrition, et on voit que cette prévalence, elle touche essentiellement les pays dits en développement. Alors après, ce terme serait forcément à nuancer, mais versus les pays occidentaux, où on a un niveau de dénutrition qui va être beaucoup moins important. Les carences nutritionnelles aussi touchent plus de 2,3 milliards d'habitants, et je parle bien ici de carences et non pas de déficit fonctionnel, comme on peut parfois avoir en consultation. Donc 2,3 milliards de personnes, c'est autant que de personnes qui sont en surpoids, et quand on regarde les chiffres de la dénutrition, c'est quasiment autant que l'obésité. Donc on voit qu'on a des doubles enjeux, des enjeux d'excès, mais aussi des enjeux de manque, de déficit, voire de carence. On mange pour vivre au sens sanitaire du terme. On sait que beaucoup de pandémies ont un point de départ de zoonose, alors qu'on parle de grippe aviaire, de prion avec la vache folle, de la grippe espagnole également. Après, là, je me suis permis un peu de second degré avec le pangolin ou la chauve-souris, si on parle plus récemment de Covid-19, mais sans rentrer bien sûr dans la polémique à ce niveau-là. L'acte alimentaire est aussi un acte qui doit assurer une sécurité sanitaire, même si on a tendance à l'oublier parfois, parce qu'on est dans un pays où on a la chance d'avoir des bons contrôles sanitaires. C'est pas forcément le cas partout. On mange aussi pour le plaisir. Alors là, je vais aller vite parce que c'est pas le sujet du soir, mais c'est intéressant quand même de le replacer, à savoir que quand on va manger une raclette en plein hiver après une séance de ski, quand on va faire un anniversaire, on va prendre l'apéritif un vendredi soir, un samedi soir, on sait que c'est pas quelque chose qui forcément est cohérent avec nos recommandations nutritionnelles, mais ça fait bien sûr partie de l'acte alimentaire, et on ne mange pas qu'un ensemble de calories, de macros ou de micronutriments. On mange aussi en fonction de nos émotions, et on le sait par rapport aux situations de stress et autres. Donc tout ça, je défile, c'est juste introductif. On mange aussi en fonction de nos attentes sociales, culturelles, religieuses parfois, ce qui va guider des choix alimentaires ou des évictions. Donc, heureusement, dans notre pratique, on va intégrer, en tout cas, c'est pour moi un élément important, on va intégrer cette dimension, parce qu'on peut vite tomber dans l'orthorexie ou dans des comportements qui seront synonymes de contrôle alimentaire, mais aussi de désociabilisation. Parfois, on a des cliniques, notamment à Genève, sur la prise en charge de l'orthorexie, ce qui est quand même assez récent, là où avant on parlait essentiellement de troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie. On mange aussi pour notre santé, donc ça, c'est ce qui nous guide en général en cabinet. On estime qu'il y a à peu près 1 décès sur 5 dans le monde qui serait lié à l'alimentation, avec des disparités en fonction des pays, des modèles alimentaires, bien entendu. Ici, on a un modèle du Lancet de 2019 qui est critiquable d'un point de vue scientifique, mais qui pose un petit peu des chiffres qui sont intéressants, et on voit qu'effectivement, sur la partie occidentale de l'Europe, on est plutôt à 15% de décès qui seraient liés à l'alimentation, et puis toutes ces pathologies auxquelles on va être confronté en cabinet, qu'on parle d'obésité, de diabète de type 2, dont la prévalence augmente fortement, les dysimmunités, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les états neuro-inflammatoires avec la dépression, les troubles neurodégénératifs comme Parkinson, Alzheimer ou autres. Là aussi, on pourrait les développer longuement. Et puis, on a des enjeux collectifs autour du choix alimentaire. Et ne serait-ce que d'un point de vue de la santé, on sait que le système de prise en charge est voué à un grand changement, pour pas dire une impasse, parce que quand on croise en fait les données de prévalence des maladies dites de civilisation, que j'ai citées tout à l'heure, avec l'évolution de la démographie, donc on sait qu'on augmente globalement sur la planète en termes de nombre d'habitants. La question, c'est jusqu'à combien et à quelle vitesse, mais on augmente aussi en termes de vieillissement de population.
on estime qu'on va passer de 500 millions de personnes de plus de 65 ans à peu près 1,5 milliard d'ici 2050. Donc ça pose des questions de prise en charge, bien évidemment économique, des pathologies liées au vieillissement. On sait que l'espérance de vie au niveau mondial, elle a tendance à encore augmenter, après, avec beaucoup de disparités en fonction des pays, mais une espérance de vie en bonne santé qui, elle, a tendance à stagner, voire à diminuer en fonction des pays, et notamment des pays occidentaux. Donc en France, on estime que cette espérance de vie en bonne santé, elle est de 64,9 années, quasiment 65 pour les femmes et 62,5 pour les hommes. Donc, quand on croise ces équations, finalement, on arrive aussi à des questions économiques, au sens où comment le système est capable de prendre en charge en fait, les conséquences de ces pathologies et du vieillissement. Ici, vous avez l'exemple de l'obésité avec des chiffres qui datent de 2012, donc ça fait 13 ans, mais qui sont intéressants parce qu'on voyait que les prises en charge, le coût de la prise en charge des conséquences de l'obésité, c'était environ 2000 milliards de dollars au niveau mondial, donc à peu près 2,8% du PIB mondial, soit quasiment autant que le tabac et que les morts violentes, avec des chiffres qui ont augmenté encore depuis, mais à ma connaissance, on n'a pas de chiffres précis sur ces dernières années. Et en France, on estime que la prise en charge moyenne des dépenses de santé d'une personne qui va être obèse, c'est plus 27%. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser, bien évidemment, une personne qui va être obèse, mais de voir qu'il y a aussi des enjeux qui dépassent simplement la santé individuelle. Je vous ai mis des exemples sur l'Angleterre et autres, mais je vais pas avoir beaucoup de temps, donc je vais pas détailler. Vous avez ici les coûts annuels moyens des différentes pathologies. Par exemple, sur le diabète, c'est à peu près 6 000 euros. Sur des thérapies ciblées en cas de cancer, 50 000 euros. On peut aller jusqu'à 120 000 euros pour des immunothérapies. Au niveau d'Alzheimer d'Alzheimer, oui, on va être à peu près à 10 000 euros par patient, 25 000 en cas d'institutionnalisation. Donc, pareil pour Parkinson, on est de 5 à 10 000 euros. Donc, on voit qu'il y a une impasse économiquement parlant. On ne peut pas maintenir ce modèle. Alors après, est-ce qu'on choisit de l'anticiper au maximum pour trouver des solutions ou le subir? C'est un peu la question. On a des enjeux éthiques aussi autour de l'alimentation, et là aussi, j'aurais pu citer beaucoup d'exemples. L'avocat, le saumon, on va en parler un petit peu. Mais là, j'ai choisi plutôt la noix de cajou parce qu'elle est moins connue, au sens où ça fait partie donc des oléagineux qui sont assez plébiscités par les patients, parce qu'effectivement, c'est un oléagineux qui a notamment davantage de sucre, de glucides, donc une saveur plus douce que la plupart des autres oléagineux. Et nutritionnellement, on a des avantages, des inconvénients. Je ne vais pas là aussi rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif. Mais si on regarde l'impact écologique, et je vais y venir, on a une empreinte notamment hydrique qui est particulièrement élevée, un impact par rapport au transport, notamment pour la transformation, c'est-à-dire le décortiquage de la noix de cajou, plus exactement de la pomme de cajou, qui vient de l'anacarde, qui est donc un fruit de l'anacardier et qui va donc contenir cette noix de cajou, sauf que en fait dans la noix vous avez une double coque et dans cette interstice, on va dire, entre les deux coques, vous avez plusieurs composés, notamment l'acide anacardique qui va être responsable de brûlures, d'ulcération parfois, et notamment donc de brûlures au niveau des mains, au niveau de la sphère ORL pour les personnes qui continuent à les décortiquer de manière traditionnelle. Donc ça, c'est surtout encore en Inde. Aujourd'hui, on a des méthodes industrielles pour éviter ces impacts, mais malheureusement, c'est pas forcément présent partout. Et c'est vrai que les femmes indiennes, traditionnellement, ont gardé une dextérité en fait à décortiquer ces noix et donc à les garder entières, donc avec un salaire qui en général est assez faible, pour pas dire misérable, de l'ordre de 2 euros à peu près par jour par rapport à ça. Donc, c'est des quantités qui... c'est des effets sur la santé qui, bien sûr, sont à considérer par rapport à nos choix alimentaires. Est-ce qu'on va privilégier une filière qui va finalement être délétère pour la santé des personnes qui y travaillent? Est-ce qu'au contraire, on va la privilégier pour donner du travail? C'est toute une série de questions en fait qui se posent et qui ne sont pas forcément
souvent indiqué, souvent évoqué à ce niveau-là. On a des enjeux collectifs également, donc j'en parlais, mais d'un point de vue écologique. Donc on a souvent cette citation du fait qu'on n'a pas de planète B. Vous avez sans doute à l'esprit l'écoulement de la biodiversité. On en parle de plus en plus. Alors c'est vrai et faux à la fois, au sens où on en a parlé beaucoup il y a quelques années, et c'est vrai qu'on a tendance à mettre ça un petit peu sous le tapis actuellement. Alors l'actualité climatique nous montre que le problème est absolument pas résolu, je vais y revenir, mais au-delà simplement du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, les modèles alimentaires, les filières, que ce soit d'élevage ou de culture, vont avoir des impacts très importants sur la biocapacité. Là aussi, je vais en reparler, mais on peut parler bien sûr des contaminations via les biocides, des problématiques de disponibilité, notamment en phosphore et en azote. Ça, c'est peu évoqué. On a une vraie crise du phosphore qui se présente à nous. Alors, le phosphore, il fait partie des minéraux un petit peu à part, dans le sens où aujourd'hui, on a plutôt des situations d'excès en termes de statut nutritionnel, notamment par l'usage des fertilisants, par l'usage des aliments ultra transformés, la consommation d'aliments ultra transformés, que ce soit les sodas, les produits laitiers également, vont contenir beaucoup de phosphore. Donc, on est rarement en situation de déficit, mais on a par contre un épuisement des réserves de phosphore qui est très, très rapide. Et on sait qu'à l'horizon 2050, on sera dans une dette au sens, on aura un dépassement des besoins qui sera largement supérieur en fait à la capacité de disponibilité de phosphore au niveau des écosystèmes. Et on en parle peu, mais ça fait partie des sujets qu'on peut évoquer quand on parle d'enjeux systémiques autour de la nutrition. Il y a toute la problématique de la spéculation alimentaire. Quand on regarde par exemple le grain de blé, il va subir, ou en tout cas il va être racheté par plus d'une vingtaine de propriétaires dans tout son cycle de vente ou de transport. Donc, bien évidemment, avec des marges qui vont augmenter, des spéculations qui peuvent être extrêmement fortes et qui vont avoir des impacts sur la disponibilité des aliments au niveau des populations. Alors, pas forcément au niveau occidental, mais en fonction des pays, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Et on a mis en place des marchés à terme dans l'alimentation depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies. On commence à mettre des marchés à terme sur l'eau. Et la question est de savoir est-ce qu'on ne va pas en mettre sur l'air prochainement, dans la mesure où finalement, que ce soit de l'eau, de l'aliment, un aliment ou de l'air, ça fait partie de nos besoins primaires. Sous quelle légitimité finalement on peut spéculer, on peut créer finalement une économie autour de ces besoins? C'est une question qui est là aussi rarement évoquée. Mais là, j'ai mis ces exemples de bouteilles d'air qui avaient été vendues en fait pendant le confinement par une start-up qui, entre guillemets, s'était amusée à vendre de l'air marin, de l'air de montagne, etc. Alors, ça nous fait sourire avec du recul encore plus. Mais c'est des situations en fait qui existaient de manière anecdotique, mais on peut se poser la question des années à venir, puisque finalement, aujourd'hui, on est capable de spéculer sur l'eau, pourquoi pas prochainement sur l'air, et on a des impacts également des enjeux géopolitiques. Donc là, j'ai l'exemple de l'Ukraine avec ce fameux grenier de l'Europe, dans le sens où l'Ukraine et la Russie sont bien sûr des zones qui vont apporter beaucoup de blé au niveau de l'économie mondiale, et donc avec des impacts en termes d'inflation qui ont été très importants. On l'a vu à partir du début de la crise, et ça, c'est un élément qui est aussi à considérer quand on parle de recommandations alimentaires. Je vais aller assez vite parce que je vous dis, j'aurais beaucoup de choses à dire. Là, je fais qu'énumérer un certain nombre d'éléments. Là aussi, si vous vous intéressez un petit peu à la partie écologie et environnement, vous devez le savoir, on vit au-dessus de nos réserves, au sens où on a une biocapacité qui est limitée au niveau de la planète. Et cette biocapacité, en termes d'usage, elle est largement dépassée tous les ans.
On vit à crédit au sens où là, sur 2024, en France, par exemple, on estimait qu'on a dépassé l'usage des ressources à partir du 7 mai. Donc, en gros, on est quasiment à 2 fois l'usage, 2 fois la disponibilité en termes de biocapacité. Donc, c'est vrai que notre banquier, il nous autorise parfois un crédit avec des intérêts qui sont quand même relativement importants et sur du court terme, là où, en fait, on considère qu'on peut vivre à crédit de manière très importante et sur du long terme en termes d'écologie, puisqu'on sait que depuis les années 70, on a déjà dépassé les biocapacités avec des conséquences, là aussi, qui ne sont pas forcément maîtrisées. On parle beaucoup de boucles de rétroaction, notamment avec des aspects qui sont mal maîtrisés, notamment le permafrost, donc, qui est cette zone sibérienne où on a des sols qui étaient historiquement gelés et qui fondent du fait du réchauffement climatique. On estime qu'il y a à peu près 1400 à 1850 milliards de tonnes de CO2 qui ne demandent qu'à être libérées par la reprise de la décomposition de la matière organique suite au dégel. Et on a une accélération de ce dégel. On estime, ou en tout cas certains auteurs estiment jusqu'à 70 ans plus rapide que les schémas les plus pessimistes qu'on avait jusqu'à peu de temps. Et donc c'est une indication d'un climat qui augmente en termes de réchauffement et qui apparaît plus chaud qu'au cours des 5000 dernières années ou plus. Alors après, on peut débattre du réchauffement climatique et de l'impact du mode de vie de l'homme à ce niveau-là, et la notion de climato-sceptique, c'est pas le sujet. Là, c'est simplement dresser un état des lieux sur cette partie des enjeux alimentaires. Mais malheureusement, au-delà de l'émission de gaz à effet, des émissions de gaz à effet de serre, on estime qu'on a aussi des impacts sanitaires, notamment avec toute une série de micro-organismes qui reprennent vie et dont on ne connaît pas forcément les effets, en tout cas le caractère pathogène ou non. On a les mollivirus et autres. Donc finalement, c'est des très vieux virus qui reprennent vie, entre guillemets, ou en tout cas qui reviennent à la surface et pour lesquels on n'a pas d'exposition récente, donc on n'a pas de recul. Et quand on parle de limites planétaires, au-delà des émissions de gaz à effet de serre, on sait qu'on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Notamment, je vous parlais de la crise du phosphore. On sait qu'on est là aussi au-dessus des biocapacités. On a les problématiques d'eau, notamment d'empreinte hydrique. Et on parle parfois d'eau bleue, d'eau verte ou d'eau grise, qui sont les différentes utilisations d'eau. L'eau bleue, c'est l'eau d'irrigation. L'eau verte, c'est l'eau de pluie qui va être utilisée naturellement, notamment pour l'élevage, pour l'élevage au sens où les animaux vont brouter de l'herbe, par exemple, qui va pousser simplement grâce à l'eau de pluie. Et puis l'eau grise, qui est l'eau de pollution issue des activités humaines. Donc là, en fonction des types d'aliments, on a des effets qui sont très différents. On dit souvent qu'il faut à peu près 15 000 litres d'eau, par exemple, pour faire 1 kilo de bœuf, sauf que 1 kilo de muscle de bœuf, sauf que les choses ne sont pas aussi simples que ça, puisque c'est essentiellement de l'eau verte. La réalité est plutôt de l'ordre de quelques centaines, plus que 15 000. Donc il y a beaucoup de croyances comme ça qui sont véhiculées. Et puis au niveau des émissions de gaz à effet de serre, il y aurait beaucoup de choses à dire. Simplement, en termes de chiffres, on considère qu'aujourd'hui, on a à peu près 14 à 15% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au modèle alimentaire global, ce à quoi se rajoutent des impacts, notamment du gaspillage alimentaire. On a à peu près 41 tonnes de gaspillage alimentaire par seconde, 41 tonnes d'aliments, donc c'est bien sûr considérable, c'est à peu près 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre d'origine alimentaire à ce niveau-là. Donc c'est une situation qui est alarmante. Je pense que je suis en train de vous plomber le moral à vous dire tout ça, et je vais m'arrêter pour parler aussi d'autres choses. Mais c'est une situation qui est connue et avec un risque majeur d'effondrement des écosystèmes. Après, la question, c'est jusqu'à quand on peut tenir sur ce modèle-là sans changer en profondeur le système. Et l'acte alimentaire et les choix alimentaires sont au cœur en fait de ces enjeux. On estime qu'en fonction des référentiels que 22 à 37% à peu près des émissions de gaz à effet de serre peuvent être liées directement au modèle de culture, au modèle d'élevage. On parle beaucoup des ruminants,
mais en fonction du modèle, si c'est un modèle extensif ou un modèle intensif, on va avoir des disparités qui seront très importantes. Donc, je ne vais pas rentrer là aussi dans tous les détails. Ce qui est quand même très rassurant, même si on est face à un constat qui est alarmant, c'est que les réponses sont les mêmes, qu'on parle de santé ou d'écologie. On a ce rapport Eat-Lancet qui est sorti il y a quelques années, 2019. La deuxième version est en cours. Donc, c'est un consensus d'experts qui a tenté de modéliser finalement un modèle qui vise à concilier autant la partie écologique que la partie santé au niveau nutritionnel. Et on a toute une série de recommandations qui sont sorties de ce rapport, qui a été revu il y a quelques temps avec une nouvelle version, je vous dis, qui doit sortir prochainement avec des changements plus en profondeur. Là aussi, on pourra en discuter si vous souhaitez. Et quand on parle d'aliments, on parle aussi de contaminants, de vision toxicologique de l'alimentation. Là, je ne vais pas parler des effets sur la santé parce que ça demanderait un webinaire à part entière, mais donc on a des effets notamment de stress oxydatif non contrôlé. On parle de pesticides, de biocides, de PCB, de dioxines, de retardateurs de flamme, de bisphénol, de phtalate, etc. Un exemple, c'est les œufs, où on parle beaucoup en fait de l'intérêt des œufs en matière de nutrition, avec des discussions autour du cholestérol. On pourra en reparler si vous souhaitez, peut-être sous forme de questions-réponses à la fin. Mais on a souvent tendance à conseiller des œufs bio versus des œufs, par exemple, de poules de batterie qui ont été élevés en batterie. Et c'est vrai que si on regarde le critère nutritionnel des œufs, quelle que soit l'origine, bio ou conventionnelle, au niveau des oméga 3, on va avoir très peu de différence. À la différence du label bleu blanc cœur, par exemple, où on a un label donc, qui définit une obligation, un cahier des charges avec une obligation de résultat. Donc, on garantit une teneur en oméga 3 à longue chaîne. C'est un modèle qui va aussi avoir des impacts positifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On estime que c'est une diminution d'à peu près 18% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un modèle conventionnel. Mais ça ne traite pas de la notion des contaminants. Et quand on prend l'exemple des poules de poulailler domestiques, si vous avez vos propres poules chez vous, on peut se dire que c'est très intéressant, autant d'un point de vue du bien-être animal que de la partie nutritionnelle, si vous leur donnez un petit peu de graines de lin ou autre, que de la partie des contaminants, puisque vous allez utiliser que des produits bio, vos déchets alimentaires, etc. Sauf que la littérature nous indique qu'on a des taux de dioxine et de PCB qui vont être plus importants dans les œufs domestiques. Ça a été ici relaté dans Le Monde, mais il y a beaucoup de publications qui le confirment bien avant cet article. On a des publications en Angleterre également qui montrent que finalement, en voulant bien faire, c'est-à-dire en ayant nos propres poules, on se retrouve avec plus de contaminants, tout simplement parce que les poules picorent dans le sol, et le sol va être exposé aux pollutions anciennes, aux gaz d'échappement, aux gaz issus notamment des incinérateurs. Alors historiquement, puisqu'aujourd'hui on a des filtres, mais ce sont des composés qui sont des POP, donc des polluants organiques persistants. On parle de polluants éternels également, donc ça veut dire qu'on paye les conséquences d'actes qui ont été réalisés au cours des décennies qui précèdent. Donc encore un autre facteur de confusion que je vous indique à ce niveau-là. Le saumon, pareil, on en parle beaucoup par rapport à cette logique d'oméga 3, mais aussi de contaminants, et notamment de méthylmercure, donc de la forme inorganique du mercure, qui va être concentrée dans les adipocytes des poissons, donc dans les cellules graisseuses. Et c'est vrai que si on compare un saumon d'élevage avec un saumon sauvage, finalement, on se retrouve avec parfois plus de mercure dans un saumon sauvage par rapport à un saumon d'élevage. Est-ce que pour autant, on va privilégier le saumon d'élevage? Non, dans le sens où on a des conditions les conditions de vie du poisson qui sont bien sûr équivalentes à l'élevage intensif chez les animaux. On a des conditions anoxiques qui se mettent en place dans les écosystèmes autour des zones d'élevage, donc qui ont des effets dramatiques sur la flore associée. On peut se dire, dans ce cas-là, on va aller vers du bio, sauf que quand on regarde le saumon bio en fonction, là aussi, de la littérature,
on retrouve globalement plus de PCB et de dioxine. C'est un peu comme l'histoire des œufs, notamment par rapport à l'alimentation qui aura été donnée au saumon, qui certes sera d'origine bio, mais ça n'enlève pas la possibilité d'avoir des contaminants, le label bio étant simplement un cahier des charges avec une obligation de moyens, au sens où on va donc avoir l'exclusion, l'usage des intrants chimiques, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de contaminants. Donc on voit que là aussi, en fonction de l'orientation, de la priorité, on peut être amené à donner des recommandations qui seront différentes. Et puis, je vais aller vite pour ne pas prendre trop de temps non plus, mais quand on parle de contaminants, on a aussi ces contaminants qui sont issus de la cuisson, hein, donc les fameux corps de Maillard, l'acrylamide, dont on parle de plus en plus, hein, qui est considéré par le CIRC comme un cancérogène de type 2A, donc qui est un neurotoxique en particulier. On a tout ce qu'on appelle les HAP, hein, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le benzopyrène, etc. Et puis on a tous les contaminants dont on parle de plus en plus avec les PFAS, hein, mais notamment avec le PTFE et le PFOA. Donc aujourd'hui, on arrête d'utiliser du PFOA en France depuis 2020. Parce qu'effectivement, on a vu les risques de migration quand la pellicule de l'antiadhésif est altérée. En fait, c'est le PTFE. Le PTFE est là pour permettre d'avoir cette protection du PFOA qui a le caractère antiadhésif. Et on a surtout une contamination dans les eaux associées près des usines et avec des effets dramatiques. On a eu des procès aux États-Unis qui expliquent qu'on a l'interdiction du PFOA bien avant 2020 en France. Et on le remplace par du GenX ou par des composés qui, aujourd'hui, démontrent des effets tout aussi délétères que le PFOA. Donc, tant qu'on ne reverra pas en fait, notre modèle, c'est-à-dire le fait de ne pas utiliser ces composés, on sera toujours à la recherche de subterfuges ou de composés, entre guillemets, alternatifs, mais qui, en général, vont démontrer des conséquences tout aussi négatives à long terme. C'est l'exemple des bisphénols F et S par rapport au bisphénol A, qui est interdit depuis longtemps, mais on sait que les autres bisphénols sont là aussi tout aussi problématiques. Donc, la solution, elle est avant tout dans la révision du modèle, de l'usage, en fait, hein, d'utiliser plutôt de l'inox, du pyrex ou du verre, hein, borosilicaté pour tout ce qui va aller au four plutôt que du silicone et autres, qui là aussi, aujourd'hui, est tout sauf quelque chose d'anodin en termes de santé. J'en reparlerai si vous le souhaitez. Un autre élément qui est important, qui est connu, c'est ces notions de matrice alimentaire. Alors là, je me suis entre guillemets amusé à montrer cet exemple d'une vieille publicité où Dadi rappelle que le sucre est une plante. Alors peut-être qu'effectivement à la base le sucre peut être présent dans une plante, mais ce sucre est plus du tout dans sa matrice alimentaire. Si vous le comparez à un fruit ou autre, bien évidemment vous n'avez pas du tout la même composition nutritionnelle, et on a cette vision très réductionniste de la nutrition très souvent, où on va considérer que finalement la valeur nutritionnelle d'un aliment se résume à l'addition en fait des macros et des micronutriments qui vont être présents. Et on a cet effet matrice qui est aujourd'hui discuté parfois. On a le rapport de l'ANSES qui est sorti en début d'année sur le sujet. Là aussi, c'est largement nuançable, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, et j'aime bien citer cette publication qui date de quelques années, où les auteurs parlent de la part sombre de l'alimentation, au sens où ils se sont amusés à quantifier le nombre de composés ou de composants nutritionnels qui ont été identifiés dans les différentes bases de données et associés à un effet biologique spécifique, comme le resveratrol, la quercétine, la glycine de l'ail ou autre. Et donc, on peut se dire que c'est déjà très intéressant en soi, ce qui est le cas. Mais ils ont aussi quantifié le nombre de composés qui ont été identifiés, mais non associés à un effet biologique. Et on a eu plus de 26 000 composés et plus de 49 000 si on considère les métabolites secondaires estimés issus des végétaux. Donc, ça veut dire qu'on ne sait que très, très peu de choses, pour ne pas dire rien, au sens où finalement, on se retrouve avec des dizaines de milliers de composés qui sont présents et qu'on ne sait pas associer à un effet biologique. Est-ce que c'est un effet qui est positif? Est-ce que c'est un effet qui est délétère? Est-ce qu'il y a une interaction? Tout ça, c'est
c'est des questions qui restent en suspens, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on déstructure l'organisation structurelle justement de l'aliment, cette matrice alimentaire, on voit un impact sur la santé. On a aujourd'hui beaucoup de données épidémiologiques ou d'études qui sont souvent d'observation, puisqu'on est sur des aspects à long terme, mais on voit que plus le niveau de consommation des aliments ultra-transformés augmente, plus on va augmenter les risques notamment métaboliques, de diabète de type 2, d'obésité, les risques cardiovasculaires, les risques également de troubles du comportement alimentaire et autres. On pourra là aussi en reparler si vous le souhaitez. On a aussi une dimension évolutionniste quand on parle de l'alimentation, et Darwin indiquait une phrase que je trouve très intéressante, qui est résumée quand je la cite à ce niveau-là, mais qui est que ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent de l'espèce, des espèces qui survivent, mais c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement de l'environnement. Et ça, c'est une règle d'évolution qui est absolument fondamentale et qui nous a guidés, y compris depuis Sapiens. Donc, si on remonte à 300, voire 500 000 ans, si on parle des premières traces, donc ce qui peut paraître très ancien, mais rapporté au paléolithique et aux homininés, aux primates, au contraire, c'est quelque chose de très récent. Et en fonction des flux migratoires, on a eu des changements de modèle alimentaire et des priorités d'utilisation de l'énergie qui étaient différentes. C'est-à-dire que sur la base de Centrafrique, donc le fameux croissant fertile où on a eu le développement de Sapiens, on a eu une alimentation plutôt à dominante végétale avec des glucides, puisqu'on avait des fruits, des tubercules, des légumes, alors dont la composition n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais la dominante est quand même glucidique, pardon. Là où par les flux migratoires, on a évolué vers les pôles, donc on a augmenté en termes de latitude, et on a eu un besoin de se protéger contre le froid, donc un besoin de prioriser l'énergie pour produire de la chaleur, et avec une alimentation à dominante lipidique, protidique et pauvre en fibres, mais quand on parle justement d'alimentation dite paléolithique, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose de totalement abstrait, qui est largement critiquable sur beaucoup de facteurs, notamment parce que la qualité de l'alimentation n'était pas la même, la nature des aliments, mais aussi parce qu'en fonction de la latitude, on avait des variations d'apport qui étaient très variables, et là aussi de manière assez caricaturale, en fait, plus on s'éloignait des pôles, plus on avait une alimentation à dominante lipidique, et plus on était proche de l'équateur, donc sur des faibles latitudes, et plus on avait une alimentation à dominante glucidique. Donc ça a été bien documenté par des auteurs comme Eaton, Cordain ou autres. Et donc ça montre qu'on n'a pas un modèle paléo, mais qu'on a des modèles très variables. On estime qu'on a plus de 220 modèles différents, ancestraux. Donc, quand on dit à quelqu'un qui va manger paléo, finalement, ça veut tout et rien dire à la fois. Et ces stress, en fait, énergétiques, environnementaux, sont des stress dits hormétiques, c'est-à-dire qu'on a eu besoin de s'adapter, en fait, à ces changements. Donc là, je donnais l'exemple des disponibilités alimentaires, avec cette phrase, tout ce qui ne tue pas rend-il plus fort. On en entend beaucoup parler, notamment en ce moment. C'est l'histoire de Paracelsus avec la dose qui ferait le poison, avec la légende de Mithridate V. Je vais passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce principe d'hormèse, il est de plus en plus connu. C'est un principe de toxicologie qui nous indique que le même stress, le même stimulus peut avoir un effet positif ou délétère en fonction de sa durée, de son intensité, mais aussi et surtout de celui qui reçoit ce stress. Et de manière assez simple, plus une personne va être en bonne santé, plus elle va avoir un seuil de tolérance à un stress hormétique qui est important, et à l'inverse, plus la personne est fatiguée, atteinte de troubles fonctionnels, voire de pathologies, et plus le seuil sera faible, donc la marge de manœuvre étroite. Et c'est d'un côté le cercle vertueux, de l'autre côté le cercle vicieux. Là aussi, je vais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est ces sollicitations qui nous ont permis de nous adapter, notamment au niveau mitochondrial, où il y aurait beaucoup de choses à mentionner. Je dis souvent que la mitochondrie, c'est le hub biologique. On dit parfois que c'est l'usine énergétique. Je la qualifie plutôt de centrale nucléaire, dans le sens où quand tout va bien, cette mitochondrie, elle peut être extrêmement performante.
mais malheureusement, il suffit d'une petite faille, d'un grain de sable pour avoir un effet extrêmement délétère, puisqu'en fait, c'est elle qui va déclencher l'apoptose par l'ouverture de certains pores. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont bien les mitochondries qui vont contrôler en fait l'apoptose. On a quelques centaines de mitochondries par cellule, mais avec des différences de densité, de quantité en fonction des types de tissus. Dans le foie, par exemple, qui en a le plus grand nombre, comme pour les neurones, on est plutôt sur quelques milliers par cellule. Et ces mitochondries, elles vont être à l'origine d'activation de voies de signalisation. Donc, on entend beaucoup parler de PGC1-alpha, d'AMPK, de mTOR, des sirtuines, etc. Quand on parle de longévité, et là aussi, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais c'est une adaptation qui est avant tout d'origine mitochondriale, et notamment grâce à ce qu'on appelle la mito-hormèse, c'est-à-dire l'hormèse au niveau mitochondrial. Et on estime en fait que ces adaptations, alors tout ça, je vais passer assez vite parce que je vois que le temps passe bien là, mais ces adaptations ces sollicitations, créent des adaptations d'ordre épigénétique, des empreintes épigénétiques. Et la question est de savoir si ces empreintes épigénétiques peuvent être potentiellement le point de départ d'une évolution génétique. C'est pour ça que j'en parle ici par rapport à ces notions de migration et de disponibilité énergétique en fonction de la latitude, puisqu'on sait que finalement, la disponibilité énergétique, la sécrétion d'insuline, le stress oxydatif sont des facteurs, ou l'inflammation, d'activation de certaines voies de signalisation cellulaire. Et de plus en plus d'auteurs considèrent que la mutation va être la résultante en fait, d'empreintes épigénétiques majeures qui vont perdurer au cours du temps et qui vont être à l'origine justement d'une adaptation. Et c'est vrai que c'est une réflexion qui est très intéressante quand on voit justement l'impact transgénérationnel potentiel des empreintes épigénétiques. Et on a cet exemple souvent par rapport aux personnes, notamment aux femmes qui ont été dénutries pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont donné naissance à des enfants avec un faible poids de naissance et donc des risques cardiovasculaires et métaboliques à l'âge adulte. Et on a jusqu'à 3 générations qui ont été impactées. Chez le ver, on estime qu'on a eu jusqu'à 14 générations qui peuvent être impactées par ces empreintes épigénétiques. Donc, est-ce que finalement, si la sollicitation de l'environnement, en tout cas le changement d'environnement perdure, on a une chance, entre guillemets, une probabilité d'évoluer vers une mutation très probablement. Mais donc, ça, je vais pas plus loin parce que je vois que je suis quasiment à la fin du temps et j'avais prévu de vous parler justement de quelques exemples de mutations qui sont le fruit en fait de modifications d'ordre environnemental. Notamment, on parle beaucoup des oméga-3 à longue chaîne, du déficit et du défaut de métabolisation à partir de la forme végétale de l'acide alpha-linolénique. Et on sait que les gènes à l'origine des désaturases qui sont les gènes notamment FADS1, FADS2. Alors on en a davantage, mais ce sont les 2 principaux. Et en fait, ces gènes ont des polymorphismes, ont des variantes, donc font l'objet d'un polymorphisme génétique important qui est très lié en fait justement au changement de disponibilité alimentaire, notamment à partir un petit peu du paléolithique, mais surtout du néolithique. Et là aussi, je n'ai pas le temps, donc je ne vais pas vous le développer, mais on pourra y revenir par la suite si vous le souhaitez. Et le fait d'avoir, par exemple, un profil en acide gras érythrocytaire auprès du patient, c'est aujourd'hui le moyen quasi unique d'avoir un mouchard sur non seulement l'alimentation du patient, mais aussi sa capacité de métabolisation des acides gras à longue chaîne, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on va avoir des variations très importantes. Vous avez des individus qui vont avoir un niveau de métabolisation très faible à partir des formes végétales. D'autres vont avoir au contraire une capacité de métabolisation élevée, mais ça veut dire aussi une capacité élevée pour métaboliser les oméga-6 à longue chaîne, comme l'acide arachidonique. Donc, il y a toujours un aspect positif et un aspect délétère. Et ça s'explique par justement la modification de l'environnement alimentaire au cours des dizaines, voire centaines de milliers d'années. Et ça nous amène à la notion de génomique et de nécessité potentiellement de s'appuyer justement sur la connaissance de l'information génétique pour personnaliser l'alimentation,
Vous avez sans doute en tête les gènes ApoE, où on sait que selon le polymorphisme, donc on peut être homozygote ApoE2, 3, E4, on peut considérer des variantes de recommandations au niveau énergétique entre les glucides et les lipides. Au niveau de l'amylase, c'est pareil, le gène AMY1 qui est à l'origine de l'amylase salivifère. On sait qu'on a des nombres de copies de gènes qui vont varier en fonction des individus, et ça s'explique par rapport aux changements environnementaux, et ça explique aussi des capacités de digestion, de tolérance de l'amidon qui vont être variables en fonction du nombre de copies de gènes. On a également le lactose qui fait partie des choses bien connues et qui s'explique par cette pression sélective au niveau environnemental. Et puis, alors je regarde juste là par rapport au timing, je vais m'arrêter là. On peut y rajouter un autre facteur qui est cette notion de rythme circadien dont on commence à parler de plus en plus, mais effectivement, on a ce rythme biologique puisqu'on est des primates diurnes, c'est des mammifères diurnes, on est fait pour bouger le jour et pour dormir la nuit. Alors quand je dis ça, je caricature bien sûr le trait, mais ça a des vrais sens au niveau biologique. On a beaucoup estimé que la lumière était le seul en fait facteur de modification de ce rythme circadien. Effectivement, on a cette horloge centrale au niveau des noyaux suprachiasmatiques qui vont être extrêmement sensibles donc à la lumière naturelle, notamment aux longueurs d'onde bleues. Et cette variation peut expliquer toute une série de modifications au niveau du rythme de 24 heures, ce qui peut amener à modifier nos recommandations alimentaires, par exemple entre ce qu'on va recommander le matin au petit déjeuner par rapport au soir. Et là, il y aurait plein de choses à dire, donc je n'ai pas le temps, je ne le fais pas, mais je pourrais le faire sous forme de questions si vous le souhaitez. Mais on a aussi des horloges périphériques qui ont été sous-estimées pendant très longtemps, notamment au niveau des organes du système digestif. Le foie, par exemple, est l'organe qui a le plus de rôle énergétique, puisque c'est lui qui va être un petit peu le gouverneur énergétique en fonction des différents substrats disponibles. Et on sait qu'on a des horloges internes à ce niveau-là qui sont importantes. De la même façon au niveau du pancréas, au niveau de l'hépatocyte, au niveau du foie, au niveau des entérocytes, au niveau du muscle également. On a des horloges périphériques qui vont moduler en fait l'horloge centrale, ce qui explique aujourd'hui qu'on peut constater par exemple un impact d'un modèle de type 16-8, donc qu'on appelle communément le jeûne intermittent, mais qui est plutôt sur une alimentation en temps restreint, où finalement on se rend compte qu'effectivement on a une meilleure sensibilité à l'insuline chez des personnes qui vont pratiquer ce modèle-là. Alors je généralise un petit peu, ça serait nuançable, mais indépendamment en fait de l'apport calorique, puisqu'en fait le premier principal facteur qu'on a mis en évidence au départ, c'était la baisse en fait des apports caloriques qui pourraient être à l'origine d'une meilleure sensibilité à l'insuline, notamment chez les personnes obèses ou diabétiques de type 2. Et on s'est rendu compte que même à charge calorique ISO, on avait une meilleure sensibilité. Ça, c'était lié donc à la modification de ces horloges périphériques sur ce temps d'absence de prise alimentaire. Et on a notamment des horloges moléculaires, on parle de BMAL1 ou des gènes clock, donc qui ont été bien choisis pour circonstances et qui sont des gènes qui vont être modulés par la façon dont on va manger, c'est-à-dire la quantité d'aliments, la qualité des aliments, mais aussi le rythme de consommation sur 24 heures. Donc tout ça, au final, nous amène à... Oui, et puis il y aura encore plein de choses que j'aurais prévu de vous parler, mais je ne vais pas développer ici. Ça nous amène à prendre un petit peu de hauteur en fait, sur nos recommandations, et je vais conclure par là, c'est-à-dire que on a tendance à rentrer souvent dans des recommandations parfois un peu caricaturales qui peuvent être justes quand on est dans un contexte particulier du patient, mais qui peuvent être aussi parfois fausses en fonction de l'angle de vision qu'on aura. Donc, je vous ai peut-être beaucoup plus perdu qu'autre chose à travers cette présentation. C'est un peu volontaire pour montrer qu'il y a énormément d'impacts qui sont d'enjeux autour de l'alimentation, et ça mérite en fait de les étudier. C'est un peu ma conclusion, à savoir que
on a beaucoup étudié la partie macronutritionnelle, on parle beaucoup de micronutrition. Moi, mon premier DU sur la micronutrition, je l'ai fait il y a plus de 20 ans, à l'époque où c'était un thème qui était encore assez marginal. Et je dis souvent que la micronutrition est devenue un peu l'allopathie de la nutrition, c'est-à-dire qu'on le voit un petit peu comme une solution miracle, alors que finalement, c'est une pièce d'un puzzle qui est beaucoup plus grand qu'on l'estime très souvent. Et parfois, on va être dans des recommandations de compléments à des dosages qui sont plus d'ordre pharmacologique que physiologique. C'était un exemple que j'ai passé rapidement, mais avec le resveratrol, par exemple, on voit que les essais cliniques qui montrent un effet bénéfique vis-à-vis de notamment la sensibilité à l'insuline et des risques cardiovasculaires utilisent des quantités de l'ordre de 1 gramme à 5 grammes de resveratrol par jour. Et ce sont des quantités qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on va retrouver dans l'aliment. Est-ce que c'est pour autant négatif? Non. En fait, ça peut avoir un vrai sens, notamment par l'activation des voies de signalisation cellulaire que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais ce sont des effets qui n'ont rien à voir avec l'aliment, avec la matrice alimentaire qui va jouer des effets indépendamment de la quantité d'un principe actif donné. Donc, la micronutrition peut être une béquille au sens de la supplémentation, mais elle peut en rien se substituer à un conseil beaucoup plus global, soit d'un point de vue purement nutritionnel si on reste dans ce sujet, soit par rapport aux différents enjeux que j'ai mentionnés à ce niveau-là. Et cette diapositive, je vais la passer. Je conclus juste à ce niveau-là. Pour moi, il y a 3 enjeux principaux quand on parle de recommandations nutritionnelles autour de l'aliment. On a bien sûr l'enjeu nutritionnel au sens classique du terme, un enjeu toxicologique, et c'était l'exemple que j'ai mentionné avec les PFAS, le PTFE, le PFOA, avec le saumon, etc., et un enjeu écologique. Et donc, je pense qu'en tant que professionnel de santé, on a vraiment une nécessité, pour pas dire une obligation, d'apporter des conseils qui intègrent en fait ces 3 éléments-là, parce qu'on a certes des enjeux à court terme individuels avec la notion de nutrition, mais aussi des enjeux beaucoup plus systémiques à long terme. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de donner des recommandations en fait, qui intègrent ces 3 critères, parce que malheureusement, en termes de santé publique, on n'a aucune politique de santé publique qui considère en fait ces 3 enjeux, ce qui est à mon sens très dommageable, parce qu'on a des experts en nutrition, des experts en toxicologie, des experts en écologie, chacun apportant en fait ses recommandations de manière isolée, et on n'a pas de vision transverse, justement ce fameux regard systémique pour pouvoir émettre en fait une recommandation globale qui intégrera ces différents critères, et c'est pourtant à mon sens vraiment la priorité. Voilà, je vous remercie pour le temps, parce que j'ai été plus long, je pense, que prévu. Et je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci Anthony, c'était vraiment super. On pourrait peut-être d'abord passer sur ta formation avant de passer aux questions. Oui, alors effectivement, en fait, j'ai un cursus de formation qui intègre en fait ces différents éléments sur 3 niveaux. Donc, c'est un cursus qui est en blended learning, donc un format e-learning visio et présentiel, et qui peut s'étendre sur plus de 1000 heures de formation pour les professionnels qui veulent faire l'intégralité du cursus sur à peu près 2 ans et demi. Donc, c'est une formation aussi qui est disponible sous forme de modules. Donc, on a plus de 90 modules. Là, je parlais de l'écologie, par exemple. Si vous avez envie d'apprendre ces différents enjeux écologiques autour de l'alimentation, vous avez un module. Si on parle des enjeux éthiques, il y a un module sur ces aspects. Et puis, des modules un peu plus classiques sur les différentes pathologies, les différents troubles. Des modules sur l'évolutionnisme, sur le rythme circadien, etc. Donc, en fait, c'est des formations, pas une formation, mais des modules que je propose depuis une petite dizaine d'années, alors sous un format nouveau pour le blended learning depuis l'année dernière, en complément en fait des enseignements universitaires, puisque c'est vrai que j'enseigne en formation initiale sur des licences, sur des masters, dans différents diplômes universitaires. Mais ce qui est important au final, c'est aussi la pratique en cabinet, de savoir en fait comment on intègre toutes ces questions-là et comment on les met en pratique en consultation.
Donc, j'avais commencé ce cursus avec 8 jours, une petite dizaine de jours. Et puis, de 8, je suis passé à 12 et à 20, 25, 40, etc. Donc, au bout d'un moment, ça devenait très difficile à mettre en place sur du présentiel, d'où le format Blended Learning qui aujourd'hui est très intéressant parce qu'il permet justement d'avancer à son rythme et avec un format qu'on peut mener à la carte, entre guillemets. Donc, c'est un cursus de formation qui est ouvert à tous les professionnels de santé, professionnels du sport. Et pour faire simple, le niveau 1, c'est vraiment de la sensibilisation à tous les enjeux que j'ai indiqués là de manière assez fondamentale. Le niveau 2, c'est vraiment la pratique en consultation. Donc, comment utiliser les outils de consultation, comment réaliser une anamnèse, comment utiliser les marqueurs biologiques. Donc, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est bien sûr important. On parle aussi de génomique un petit peu à ce niveau-là. Et puis de tout ce qui est lié à la prévention, donc soit chez le sportif, la femme enceinte, l'enfant, etc. Et on a le niveau 3 qui, lui, est dédié vraiment aux professionnels de santé diplômés d'État pour l'accompagnement thérapeutique des principales pathologies, soit sur les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, cancers, maladies auto-immunes, etc. Ce qu'on a l'habitude d'entendre en termes de formation. Donc ça, c'est le 3e niveau dans le cadre du cursus. Ok. Écoute, super, j'ai mis le lien justement dans la discussion. Merci. Pour ceux qui seraient intéressés. Est-ce qu'on pourrait envisager à discuter plus tard, c'est peut-être d'échanger les points sur SimpliCure comme de la formation à la nutrition positive. Ce serait une chouette idée. Merci en tout cas de me permettre d'en parler, c'est très sympa. Avec plaisir, avec plaisir. Du coup, on a quelques questions. Je vais essayer d'y passer rapidement. Alors, tu as une première question de Sophie qui demande: pouvez-vous parler du problème phosphore et cadmium? Quel est le réel impact sur l'alimentation et notamment l'alimentation bio? Alors, sur le cadmium, sur le phosphore, on a moins de problèmes parce que là, on est plus sur une logique de minéraux et non pas de métaux lourds comme on peut l'avoir avec. Alors, on pourra parler du cadmium, mais on a aussi le mercure, on a l'arsenic, l'aluminium. En fait, ça fait partie des principaux contaminants. Le phosphore, j'ai envie de dire, est pas ou peu problématique en termes de santé aujourd'hui par rapport aux apports moyens de population. Donc, je dirais que c'est plus des enjeux aussi écologiques et de disponibilité, c'est-à-dire qu'on a quelques pays qui concentrent en fait les ressources, je cherche le terme, mais ça me reviendra, les ressources en phosphore. Donc, ça crée des tensions géopolitiques qui peuvent être importantes. Mais en termes de santé, pour moi, ce n'est pas la priorité. Le cadmium, effectivement, on a ce problème notamment par rapport à l'usage des fertilisants, donc plutôt sur une agriculture de type conventionnel. Après, c'est vraiment la question encore une fois, du label et du cahier des charges du bio qui est fait sur une obligation de moyens et non pas de résultats. Donc, ça ne veut pas du tout dire que les sols n'en contiendront pas. Alors, je suis passé assez vite sur le sujet du bio parce que, je vous dis, volontairement, j'ai élagué beaucoup de thématiques les unes après les autres. En fait, on a 2 méta-analyses qui sont intéressantes, notamment une méta-analyse qui est assez connue, qui reprend les résultats de plus de 223 publications, qui montre que globalement, dans l'alimentation bio versus conventionnelle, on a des variabilités de teneur au niveau des vitamines, des minéraux, qui peuvent être importantes, c'est-à-dire en fonction du sol, de la géographie, de la maturité des végétaux, etc. Par contre, on a une teneur en polyphénol qui est beaucoup plus importante et ça se comprend par rapport au stress hormétique que j'ai mentionné parce qu'en fait, les polyphénols sont des composés de réponse aux agressions pour les végétaux et notamment quand le végétal doit se débrouiller entre guillemets tout seul quand il est en bio versus conventionnel, il concentre davantage de polyphénol. Donc ça, c'est très bien documenté dans la littérature. Et au niveau du cadmium, justement, on voit dans ces méta-analyses que dans le bio, on a moins de cadmium que dans du conventionnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est d'actualité, dont on parle beaucoup et à juste titre. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul. L'arsenic, on en a parlé quelque temps aussi par rapport au riz. L'aluminium, on en parle par rapport au thé, par rapport à un certain nombre de composants qui sont là, malheureusement, pas
comment dire, dont un label ne permettra pas en fait d'avoir forcément une moindre teneur. On voit que l'arsenic, parfois en bio, pour du riz bio complet, on peut se retrouver avec plus d'arsenic qu'un riz conventionnel. La même façon pour l'aluminium, ça dépend beaucoup des zones géographiques et pas forcément du modèle de culture. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds directement à la question, mais en fait, c'est les poupées russes. Je pense que vous l'avez vu, et c'est pour ça que je suis peut-être un peu abstrait. Je m'en excuse, ou voilà, si ça surprend quelques-uns par rapport à ça, mais c'était l'objectif de montrer que quand on pense alimentation, à mon sens, on doit vraiment penser système et pas simplement sur un facteur donné nutritionnel, quoi. C'est assez clair. François qui dit: «On comprend le mécanisme de l'épigénétique et la pression de sélection pour ce qui est des mutations d'ADN, mais comment une modification épigénétique finit-elle donc par donner une modification génétique d'ADN mentionnée?» Oui, en fait, ça reste des hypothèses aujourd'hui, mais une des hypothèses, c'est que si, et puis effectivement, pareil, je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de choses où je suis passé vite, et je pense que ça méritait à chaque fois plus d'explications. Mais le sujet, c'était de dresser tous les facteurs, donc j'avais pas trop le choix par rapport à ça, et j'ai pas été exhaustif. Mais en fait, l'hypothèse, c'est que quand la pression sélective perdure, on va créer des empreintes épigénétiques. Alors, d'un point de vue de la santé, on sait que, notamment quand on a des stress traumatiques, alors on parle beaucoup de la fenêtre des 1000 jours chez le jeune enfant, etc. Et je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais globalement, en fait, si on voit qu'un stress environnemental crée une empreinte épigénétique importante et qu'elle perdure au cours des générations, finalement, ces empreintes épigénétiques peuvent être le point de départ potentiel d'une tentative d'adaptation qui, elle, sera irréversible, qui est la mutation, ce qui permettra l'apparition de polymorphisme et donc par mutation. C'est l'exemple que j'ai là aussi cité très vite avec l'histoire des ApoE, des ApoE2, 3, E4, avec AMY1, avec le lactase, le problème du lactose et de la lactase. Donc en fait, c'est des modifications environnementales au sens nutritionnel, au sens énergétique, qui ont créé en fait ces mutations, et probablement par une persistance en fait d'empreintes épigénétiques majeures qui ont amené en fait à une évolution de l'espèce par la mutation, qui elle était réversible, quoi. J'espère que c'est plus clair. Ouais. Petite question pour tes formations. Est-ce que la formation niveau 3 n'est pas ouverte aux naturopathes diplômés de droit privé? Alors, si elle est ouverte à tout le monde, là aussi j'ai fait vite, c'est simplement que dans la certification, on certifie les professionnels de santé qui sont diplômés d'État. Donc les naturopathes ne rentrent pas dans ce cadre-là, mais par contre, les naturopathes, comme d'autres professions, peuvent tout à fait suivre le cursus. C'est juste une question de certification à ce niveau-là, quoi. Mais bien sûr, tout le monde est le bienvenu à ce niveau-là. Okay. Que penser du 16-8 pour les sportifs? Vaste question. Donc, je l'ai pas pris parce que j'ai pas eu le temps de me présenter. En fait, moi, je suis parti avec mon retard bien en tête dans le sujet. Mais donc, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France junior de triathlon. J'ai suivi pas mal d'équipes de France, d'équipes olympiques. Donc, j'ai un pied dans le monde du sport. C'est une question qui revient assez souvent, c'est-à-dire que la question du 16-8, elle est forcément associée à la notion d'apport calorique globaux et d'apport protéinique. Donc en fait, la priorité, c'est est-ce que l'individu est capable de couvrir ses besoins caloriques, ses besoins protéiniques sur un temps qui va être plus court. Et c'est ça qui va déterminer en fait le bénéfice ou l'effet délétère. C'est vrai que chez un sportif, par définition, il augmente ses besoins caloriques, il augmente ses besoins protéiniques, mais on a quelques publications, il n'y en a pas tant que ça en fait, mais en tout cas des publications de qualité. On voit qu'on n'a pas d'impact négatif sur la performance, à la condition qu'en fait que l'athlète soit capable de manger suffisamment de calories sur le temps restreint, et pareil pour les protéines. Après, on peut nuancer en fonction du moment d'arrêt de prise alimentaire et du moment d'entraînement. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la fenêtre métabolique chez le sportif, c'est-à-dire une période de quelques heures au cours de laquelle l'organisme est particulièrement enclin à récupérer au niveau du glycogène, au niveau musculaire, au niveau protéique. Alors, cette notion de fenêtre métabolique, là aussi, elle a été fortement remise en question ces dernières années, parce qu'en fait, quand on se place à l'échelle de 24, 48 heures, 72 heures,
on se rend compte qu'elle n'a pas véritablement de bénéfice, sauf chez des athlètes qui vont faire du bi-quotidien, qui vont s'entraîner sur des stages, etc. Donc, si on raisonne sur du court terme, on aura tendance à arrêter le jeûne de façon à pouvoir manger après l'entraînement. Donc, profiter de cette fenêtre métabolique. Donc, si par exemple la personne ne mange pas le soir, elle va faire son entraînement du matin et elle va pouvoir manger derrière. Si elle ne mange pas le matin, elle va plutôt effectivement faire l'entraînement, par exemple, entre midi et 2 et manger après. La difficulté, c'est qu'elle sera en stock de glycogène qui sera partiellement déplété. Donc forcément, elle sera fatiguée ou autre. Donc si on raisonne sur l'optimisation de l'entraînement, on va plutôt placer l'entraînement dans un moment où la personne est nourrie. Si on privilégie la récupération, on va le faire en sortie de jeûne. Mais pour faire simple, je reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que la priorité, c'est de s'assurer auprès du sportif, dans l'anamnèse, qu'il mange assez de calories, qu'il mange assez de protéines. Et de là, finalement, on n'a pas véritablement de problématique. Et c'est pour ça que c'est un peu comme le cétogène, on pourrait développer plein de sujets, mais il y a beaucoup de facteurs de confusion dans les publications sur ce point-là, parce que c'est le seul critère qu'on va regarder. C'est soit le modèle 16-8, si on parle du 16-8, soit le côté cétogène de l'alimentation et absolument pas la façon dont est mené le cétogène, indépendamment en fait de la restriction glucidique ou la restriction calorique, si on parle du 16-8. Et c'est des facteurs de confusion qui sont extrêmement importants. Donc, en fait, s'il y a un déficit protéique, on aura des effets délétères. Et c'est souvent ces effets délétères qui sont un peu médiatisés pour critiquer le modèle 16-8. Sauf que ce n'est pas le problème du 16-8, c'est le problème de la disponibilité énergétique. Et pareil pour le cétogène ou d'autres modèles qui sont assez connus dans le monde du sport, quoi. Ok. On va peut-être pas pouvoir passer à travers toutes les questions. Tu as des questions un peu plus pratiques ici. Pour la cuisson, que préconises-tu? Alors, je l'ai dit vite, mais très vite, comme plein de choses. Plutôt l'inox, en fait, pour tout ce qui va être poêle, casserole, etc. Et on apprend, en fait, à cuisiner à l'inox, parce qu'en fait, on a pris l'habitude d'avoir effectivement ce côté anti-adhésif qui est bien pratique, mais finalement, avec une bonne poêle en inox, on peut faire plein de choses. Et plutôt le Pyrex, donc le verre borosilicaté au four, plutôt que le silicone et que les moules anti-adhésifs, etc. Donc voilà, c'est les four et contact direct inox. Ok. Les œufs bio élevés en plein air sont-ils aussi contaminés que les œufs domestiques? Moins que c'est pour ça que j'ai donné un peu cette caricature au sens où, en fait, les œufs qui sont les plus contaminés en dioxine, en PCB, c'est vraiment les œufs domestiques, même par rapport à du bio. Parce qu'effectivement, alors, quand on dit des œufs domestiques, au sens des zones périurbaines où les gens vont avoir leur poulailler, mais qui ne sont pas des zones en pleine campagne, etc. Et c'est là où on a des risques qui sont finalement plus élevés par rapport à des zones d'élevage où, en général, on a des endroits qui sont un peu plus éloignés en fait, de la zone urbaine, quoi. Après, c'est des généralités. Quand je dis ça, forcément, c'est à nuancer en fonction d'un cas particulier, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Hop. Ce qu'on n'a pas traité. Quelle est la réalité scientifique concernant la contribution des glucides au développement des cancers existants, pas leur apparition? Qu'est-ce qu'un sucre protégé? Alors, est-ce que tu peux reprendre? Parce que j'ai Quelle est la réalité scientifique concernant la contribution des glucides au développement des cancers existants, donc pas leur apparition, et qu'est-ce qu'un sucre protégé? Ok. Quelle est la vérité scientifique? En fait, elle est difficile à établir et c'est ce qui fait l'objet de pas mal de polémiques actuellement. Mais c'est vrai que c'est ce fameux effet Warburg qui va être utilisé par la cellule cancéreuse pour se développer et elle a une capacité à utiliser le sucre en fait par cette voie qui fait que ça va alimenter en fait la croissance tumorale, comme pour le stress oxydatif. En fait, il y a pas mal de questions sur le sujet. On voit que finalement
à vouloir neutraliser le stress oxydatif, on va avoir des effets délétères potentiellement sur la cellule cancéreuse, mais aussi sur des cellules saines. On voit que les cellules tumorales, elles ont vraiment des métabolismes très particuliers et en fait, elles vont détourner les substrats, que ce soit le glucide, le sucre ou en fait, cette capacité à produire du stress oxydatif à leur profit. Donc en fait, la question de fond est de se dire si on peut effectivement limiter l'apport en glucides, on limite le développement des cellules cancéreuses. Et là aussi, c'est des choses qui sont beaucoup évoquées en ce moment. Après, quand on regarde d'un point de vue circadien, on se rend compte que l'effet Warburg serait surtout présent sur la partie diurne, c'est-à-dire sur le jour et pas la nuit. Donc là aussi, il y a sans doute des variations qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de ça. Donc voilà, je réponds peut-être pas directement, mais il n'y a pas de consensus scientifique parce que en fait, c'est toujours à replacer dans le contexte général et pas simplement du métabolisme isolé de la cellule cancéreuse, quoi. C'est-à-dire, en gros, si on va effectivement adopter un modèle cétogène, mais qu'on va mettre la personne en déficit calorique, en déficit, qui dit déficit calorique dit aussi déficit protéique en général, et donc on va avoir des effets délétères qui finalement seront plus importants que le bénéfice escompté par rapport à la restriction en fait à ce niveau-là. Donc c'est à replacer par rapport à la quantification des apports caloriques et protéiques, quoi. Ok. Et je vais prendre peut-être une dernière question de Bruno qui dit actuellement 6 voire 7 limites planétaires franchies, des conséquences majeures chez l'être humain. Comment imaginer l'alimentation, par exemple, en 2100 et surtout, quel est le rôle actuel des professionnels de santé et de la nutrition devant ce constat? Merci de la question, parce que j'ai plaisanté à moitié tout à l'heure en disant je dois vous plomber un petit peu le moral avec ça. Et voilà, j'avais juste le temps de présenter le problème sans pouvoir présenter la solution, forcément. Dans les 9 limites planétaires, effectivement, on en a dépassé 6, mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on en a dépassé 3 en quelques années. C'est-à-dire qu'il y a une cinétique qui fait qu'on a une accélération. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des boucles de rétroaction positives notamment. Donc on voit qu'on a un système qui s'accélère, qui n'est pas forcément modélisable. Quel est l'impact de l'alimentation? Je l'ai cité très vite par l'exemple des gaz à effet de serre, où je dis que c'était entre 22 et 37% des émissions de gaz à effet de serre en fonction du référentiel qui sont issus du modèle de culture et d'élevage. Après, c'est quand même une part qui est très significative. C'est-à-dire qu'en fonction, il y a un vrai problème de référentiel aujourd'hui sur les émissions de gaz à effet de serre. Et en fonction du référentiel, on peut considérer que c'est le 2e ou 3e poste. Donc en fait, quelle est la place du professionnel de santé à ce niveau-là? C'est bien évidemment de faire des recommandations qui tiennent compte en fait de ces enjeux. Et là, on peut parler si la personne consomme des produits animaux, de ruminants, d'avoir un modèle à l'herbe extensif, donc avec des ruminants qui ont mangé du foin, de l'herbe, qui ont été en pâturage, versus des ruminants qui ont consommé des tourteaux de soja, d'oléagineux, de maïs, etc. On va avoir non seulement un impact en termes d'écologie qui va être délétère, mais aussi au niveau du profil en acides gras, puisqu'en fait, on va favoriser d'un côté les oméga-6 et de l'autre côté les oméga-3 pour la filière extensive. Donc en fait, dans les recommandations, on peut proposer justement des conseils qui sont cohérents autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue de la nutrition et de l'effet à court terme individuel. Donc là, j'ai pas eu le temps de le développer. Il y aurait plein de choses à dire, mais on parlait tout à l'heure de l'inox et par exemple du Pyrex, plutôt que d'aller utiliser du silicone, des PFAS, du PFOA ou du GenX, d'aller utiliser les composés plastiques, etc. Donc, en fait, dans l'éducation du patient, il y a énormément de choses qu'on peut proposer, de proposer des filières courtes, d'aller vers des modèles de saison. Là aussi, au niveau nutritionnel, il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet, de limiter les intrants chimiques. Donc là, j'ai parlé de ces contaminants, mais on peut parler des biocides, etc. Donc en fait, on peut tout à fait proposer des conseils à un patient qui préservent sa santé, mais qui sont aussi cohérents avec ça. Donc le professionnel de santé, il a un vrai rôle
C'est juste que, entre guillemets, il n'est pas éduqué parce que il est éduqué à ça, il est éduqué avant tout à la prise en charge thérapeutique. Et c'est pour ça aussi que je parlais de la partie toxicologique et je disais qu'à la fin, pour moi, dans les recommandations du professionnel, c'est vraiment d'être sur ce trépied toxicologique, écologique et nutritionnel. Donc, d'objectiver le bénéfice ou l'effet, c'est compliqué, il n'y a pas de publication pour ça. Mais en tout cas, on sait que c'est un levier sur lequel on peut agir. Si on regarde le rapport Eat-Lancet dont je parlais tout à l'heure, en fait, les auteurs concluent sur le fait que, notamment pour la consommation de la fameuse viande rouge, on diminuait de 88% la consommation à l'échelle mondiale statistique, hein, donc c'est très variable en fonction des individus. On avait on respectait cet enjeu autour de 1,5 degré. On sait qu'on l'a dépassé aujourd'hui. Je parlais du réchauffement, du gaspillage, là aussi de donner des recommandations pour limiter le gaspillage alimentaire. On estime que si on était capable de diminuer de moitié à peu près le gaspillage, on avait un impact d'à peu près 10% sur la part alimentaire. Donc, c'est des vrais impacts, en fait. C'est pas anodin du tout. Ouais. Il me semble que tu viens d'écrire un petit ouvrage, justement, de conseils à donner peut-être à ses patients pour remettre du bon sens dans son assiette. Oui. Merci pour le livre. Et alors, juste petite précision par rapport à ça, j'ai écrit un livre avant celui-ci, qui s'appelle Le Traité de la pleine santé par l'alimentation durable, et qui compile plus de 10 000 publications, donc il fait plus de 1000 pages. C'est vraiment un livre conséquent. Je dis qu'il fait 1,6 kg souvent pour le décrire, plus qu'en nombre de pages. Donc, si vraiment vous voulez aller dans l'argumentation scientifique et comprendre un petit peu les enjeux, autant d'un point de vue de l'évolution que de l'écologie ou de la nutrition, c'est vraiment, je peux que vous recommander ce livre-là, quoi. Ok, génial. Mais je remets les liens dans la discussion. Un tout grand merci, Anthony. C'était passionnant. Il nous a peut-être manqué un petit peu de temps. Mais voilà, on a les différentes formations pour ceux qui ont envie de prolonger un petit peu. Merci encore pour ton temps. Merci pour tout. Et à tout le monde, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir.